Ça y est, Stranger Things arrive à son terme avec une 5e saison dont les 4 premiers épisodes sont d'ores et déjà disponibles, les 3 suivants sortiront le 26 décembre et le 8e et dernier le 1er janvier. Dans cette vidéo, je vais vous parler un peu de mon ressenti, mais j'ai surtout envie de vous éclairer sur les liens entre Will et Vecna, sur le véritable méchant de la série et sur les enjeux finaux. Bon ok, une dernière saison de Stranger Things, pour certains, c'est déjà une sorte de cadeau, mais à l'approche de Noël ou même d'un anniversaire, vous cherchez sans doute un cadeau à la fois marquant, utile et super classe. Alors voici le Overpen Interstellar de Novium qui répond à tous ces critères et bénéficie d'une promotion spéciale Black Friday avec moins 20% durant 48 heures grâce au code Popcorn. C'est pratique d'avoir un stylo sur son bureau, mais seul l'Overpen est à la fois un bon stylo et un objet au design si fascinant qu'il a été élu une des meilleures inventions design 2022 par Time Magazine. Le modèle Interstellar, celui que je préfère personnellement, est disponible en 4 coloris: Space Black, Starlight Silver, Mars Magma et Neptune Blue pour personnaliser encore plus à votre goût ou celui de la personne qui sera forcément charmée par un tel objet. Offrir la lévitation, c'est un peu inviter à l'inspiration et penser à un cadeau original et unique pour une personne qui l'est tout autant, prise en main ergonomique, écriture fluide et sans tache. L'Overpen Interstellar existe aussi en édition spéciale avec le 18 carats or et l'éclat de météorite certifié. Son inclinaison à 23,5 degrés s'inspire de l'axe de la Terre, ce qui doit participer à sa capacité à capter l'attention tout en ayant ce petit je ne sais quoi de naturel. Il existe aussi l'Overpen Future qui est un 2 en 1 interchangeable entre stylo plume et roller. L'Overpen Future est proposé en 3 couleurs: Deep Black, Frost Silver et Mist Blue. Si vous préférez la verticalité, la marque propose aussi l'Overpen classique. Quel que soit le modèle, profitez de 20% de réduction pendant 48 heures avec le code Popcorn, puis de moins 10% courant décembre. Les amateurs de beaux objets qui aiment mettre leur intérieur en valeur seront ravis d'un tel cadeau. Je vous invite à passer par le lien disponible en haut de la description, en commentaire épinglé, afin de bien profiter de la promotion, sans oublier le code Popcorn encore une fois. Oubliez les cadeaux jetables et misez sur un objet aussi beau qu'utile pour lequel tout un chacun trouvera une place de choix. Ne manquez pas la réduction. Je commence avec un premier ressenti sans gros spoiler sur ces 4 épisodes disponibles. Même si 3 ans et demi se sont écoulés depuis la saison 4, dans la diégèse de la série, c'est seulement 18 mois. En effet, la saison 4 commence en mars 1986, tandis que la 5e se situe début novembre 1987. En théorie, il n'y a donc que 4 ans entre les événements de la première et ceux de la 5e saison, mais 9 ans pour les acteurs. Je vais enfoncer une porte ouverte, mais il est évident pour tout le monde que les enfants de la saison 1 ont maintenant l'âge d'être des étudiants d'université, ce qui pèse forcément sur la crédibilité de l'ensemble, que ce soit de les voir au lycée, en vélo ou encore dans des expériences plus spécifiques à l'adolescence. Si on met cela de côté, on se retrouve dans une prolongation presque trop proche de la saison 4. On peut voir ça comme une qualité, puisqu'on est facilement replongé dans le bain et on retrouve toute la bande qui a bien appris à collaborer et à mettre en œuvre des plans organisés et relativement cohérents. Toutefois, le revers de la médaille, c'est qu'on semble avoir fait du surplace en termes de développement psychologique. À Hawkins, on ressent un fort décalage entre l'évolution de la situation, l'évolution physique des actrices et des acteurs, et la stagnation apparente de leurs personnages. Alors certes, on a l'impact sur Dustin de la mort d'Eddie et Lucas toujours au chevet de Max. Pour le reste, rien de notable concernant Eleven. L'intro tente de nous faire ressentir une traque active des militaires, mais à la place on nous montre que des hélicoptères en patrouille sont incapables de repérer la zone d'entraînement en plein air de la super-héroïne. Et oui, si je dis super-héroïne, c'est qu'on la voit porter un short rouge par-dessus son survêtement, ce qui est nécessairement un clin d'œil à Superman, ce qui nous sera confirmé par la suite avec l'évocation de sa kryptonite. La relation amoureuse entre Mike et Elf est 10 fois moins convaincante que leur amourette d'enfant qu'on avait en saison 1, avec zéro alchimie perceptible entre les deux adultes dorénavant. Le trio amoureux Nancy, Jonathan, Steve n'en finit pas d'être identique, tandis que tout est au beau fixe entre Jim et Joyce. Heureusement, ces 4 épisodes parviennent à développer un certain rythme dans l'enchaînement des événements pour l'instant. On a donc une série qui avance relativement bien du côté des péripéties et des moments d'action et de découverte, tout en proposant une stagnation presque totale du côté de ses personnages, à l'exception notable de Will, qui prend une importance croissante et culminante au fil de ces 4 épisodes. Pour tenter de remédier à l'évanouissement de ce qui faisait le charme des 2 premières saisons, quand les héros étaient encore des enfants, la série braque le projecteur vers de nouveaux jeunes protagonistes, quitte à faire exploser une distribution déjà bien fournie. Ceci étant, on peut y retrouver en tant que spectateur un certain équilibre et, pour ma part, j'étais plus intéressé par les scènes consacrées à Holly Wheeler, la petite sœur de Mike,
que celles portant sur Eleven notamment, un personnage qui a perdu de son mystère et qui semble animé de 2 ou 3 émotions différentes tout au plus, mais je dois admettre n'avoir que bien rarement été convaincu par le jeu de Millie Bobby Brown une fois l'enfance passée. Avec toute la subjectivité que cela implique, bien sûr, je trouve que la jeune actrice de Holly Wheeler est bien meilleure qu'une bonne partie de la distribution. Sadie Sink est toujours aussi talentueuse en max, mais on la voit peu, et du côté des adultes, si on parle souvent des rôles principaux, il est plus que temps d'admettre que Cara Buono est sans doute l'une des meilleures actrices de la série, dont le rôle de Karen Wheeler. Chez les jeunes adultes de la série, j'ai une préférence pour Maya Hawke si on n'est pas trop agacé par l'écriture un peu poussive des dialogues de sa Robin farfelue. Natalia Dyer reste très expressive et crédible dans le rôle de Nancy, même si on lui donne surtout du trauma et de la détermination à jouer. Et puis bien sûr, on a Jamie Campbell-Bower qu'on préfère voir en Henry qu'en Vecna pour mieux profiter de sa présence à l'écran. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, on retrouvera cet acteur dans la saison 3 des Anneaux de Pouvoir. Pour en revenir à la narration, on sent bien la tentative de renouer avec la première saison, c'est évident dès les premières minutes de cette 5e, et ça ne fait que se confirmer avec l'intrigue autour de Holly. On sent bien que des révélations se préparent et que des parcours de personnages vont se boucler. Je suppose qu'au fond, vous savez déjà si vous allez regarder cette dernière saison de la série. Si vous avez vu les 4 premières, autant aller jusqu'au bout de l'histoire, d'autant que la saison 4 comptait pas mal de bons moments et de réussites, même si elle a aussi été très inégale dans l'intérêt des différents groupes. De ce point de vue, même si des groupes se forment forcément dans cette saison 5 avec autant de personnages, on n'a plus cette impression de dispersion et on reste sur un effort concerté et une communication entre les protagonistes, ce qui permet de proposer un récit plutôt cohérent et resserré, même si quelques aberrations logiques viennent s'y glisser bien forcément. Visuellement, je n'ai guère été impressionné par ces 4 premiers épisodes qui restent dans un registre très balisé pour la série, même si on a un effort notable avec un plan séquence en fin d'épisode 4 qui a demandé énormément de travail de coordination. Pour le reste, alors oui, les créatures sont plutôt bien faites, mais ce n'est pas la magnificence de la photographie ou des couleurs qui sont les principaux atouts de la série. Pour parler du rôle de Will de Vecna, du rôle de la mémoire dans le mystère de la série ou encore du nombre 12, je vais devoir passer au spoiler, bien sûr. Comme on pouvait s'y attendre, la série revient enfin au rôle central de Will qui était la grande victime de la saison 1, du moins parmi ceux qui ont survécu, et dont les incessantes pleurnicheries n'ont guère aidé au développement du personnage au fil des saisons suivantes. On reste dans ce registre de ouin-ouin et de crises de convulsions incessantes pendant une bonne partie de ces 4 épisodes, et comme tout le monde en avait marre depuis un bon moment, cela rend d'autant plus marquante la démonstration de pouvoir marquant la fin du 4e épisode, titré Sorcerer. Le choix qui est fait ici de lier l'acceptation de son orientation sexuelle et le fait qu'il est une personne appréciée pour tout ce qu'il est depuis l'enfance, avec l'expression de ses capacités mystiques, est potentiellement discutable, mais au moins il se passe enfin quelque chose avec Will, qui n'est plus ce vaisseau passif soumis à 1000 tourments et qui prend enfin les choses en main. Si je dis que l'association acceptation de soi-même, coming out et pouvoir est discutable, c'est qu'on reste pas mal quand même dans une forme de cliché et de facilité, avec le rôle de Robin en maître Yoda queer, dont le conseil se résume à trouver la force en toi-même, assume-toi, accepte d'être une personne digne d'être aimée. Alors bien sûr, rien de mal à tout ça, mais disons qu'on reste dans de la facilité hollywoodienne vue et répétée plutôt qu'à une proposition un peu plus riche ou touchante. Alors pour nuancer un peu quand même, on nous propose des souvenirs d'enfance de Will qui fonctionnent bien, c'est mignon et ça joue sur l'innocence de l'enfance, cette capacité à croire que tout est possible, que nous sommes de nombreux adultes à regretter d'avoir perdu, que ce soit totalement ou en partie. J'en profite aussi pour souligner au passage qu'il me semble plus intéressant d'avoir un véritable jeune acteur, différent de l'acteur habituel de Will, pour jouer son rôle très très jeune dans les flashbacks, plutôt que cet effet de rajeunissement qu'on a au tout début du premier épisode de cette 5e saison. J'en reviens à ce discours sur l'enfance, un aspect qui est bienvenu et qui peut parler de manière presque universelle, et quant au pouvoir exprimé par Will, attention à ne pas les confondre avec ceux d'Eleven, malgré le saignement donné qui porte carrément à confusion, je vous l'accorde. Et oui, les frères Duffer, les créateurs de la série, ont précisé dans une interview très instructive accordée à Variety que les pouvoirs de Will sont liés à l'esprit de Rush et à Vecna, ainsi les capacités de Will sont proportionnelles à sa proximité avec le Hive Mind, comme on l'appelle en VO, c'est-à-dire cette conscience partagée entre Vecna, les Démogorgons, et au final l'essentiel de la flore et de la faune de l'Upside Down, comme les Démobates par exemple. Will peut donc en quelque sorte répliquer les pouvoirs de Vecna pour bloquer les créatures, voire les tuer comme démontré en fin d'épisode 4, mais en aucun cas il n'est capable d'user de télékinésie sur des objets inanimés comme Eleven. À ce sujet, on peut toutefois préciser 2 points importants. L'origine des pouvoirs d'Eleven provient des expériences du Dr Brenner, qui a injecté à la mère enceinte d'Eleven le sang de Henry, alias Vecna. Par ailleurs, Vecna lui-même n'avait pas conscience du potentiel de Will,
son petit discours le souligne clairement, il estime que Will est faible, facile à dominer, et c'est pour cela qu'il a choisi d'emporter d'autres enfants. Donc d'une part, tous les pouvoirs découlent de Henry, dont les propres capacités lui viennent en réalité de son passage dans la dimension X et de sa rencontre avec le flagelleur mental, mais je vais revenir sur ce point fondamental, et d'autre part, Vecna a gravement sous-estimé Will, et les conséquences risquent de s'avérer pour lui désastreuses. Vecna a donc finalement réussi à enlever 12 enfants, tout comme Ellie Wheeler. Ils seront réunis dans un endroit qui ressemble à celui où on voit Will enfant au début du premier épisode de cette saison 5, connecté de manière organique à l'Upside Down via une sorte de tentacule qui passe par la bouche. En effet, même si Ellie s'imagine mentalement dans la maison d'Henry, puis avec Max, physiquement, elle est coincée dans cet endroit atroce. On peut supposer qu'il existe un lien entre le nombre 12 et l'obsession de Vecna pour la fameuse horloge vue dans la saison 4. Comme on l'apprenait dans le 7e épisode de la saison 4, le temps est bloqué au 6 novembre 1983 dans l'Upside Down. Henry n'aime pas le temps qu'il considère comme une force oppressive. Peut-être que le symbolisme des 12 enfants, comme les 12 heures de l'horloge, pourrait amener à supposer que le plan de Vecna consiste non seulement à faire coïncider l'Upside Down avec le monde réel, mais aussi à y bloquer le passage du temps afin qu'il puisse y régner pour l'éternité. Cependant, est-ce que Vecna est aussi libre de ses choix qu'il a l'impression de l'être? Est-il vraiment l'antagoniste principal de la série? Pour cela, il faut revenir à quelques éléments révélés dans une pièce de théâtre Stranger Things qui s'appelle The First Shadow, la première ombre. Cette pièce explore la jeunesse d'Henry et on y découvre qu'une partie du passé dont il est convaincu de l'existence ne correspond pas nécessairement à la réalité. On sait que dans son univers mental, il existe un lieu inaccessible, la caverne dans laquelle Max a su trouver refuge. Cette caverne est reliée à un souvenir qui terrorise Henry, le souvenir de son premier contact avec la dimension X et le flagelleur mental. La différence entre la dimension X et l'Upside Down n'est pas très claire pour le moment, mais je suppose que la saison 5 va clarifier ce point. L'Upside Down pourrait correspondre à une vision de ce que deviendra la réalité une fois que notre dimension et la dimension X auront effectué une sorte de fusion, du moins c'est une théorie possible, de même que d'imaginer que l'Upside Down correspondrait à une sorte de zone de friction entre les deux dimensions qui sont potentiellement en mouvement l'une vers l'autre pour se recouvrir, ce qui donnerait pleinement accès à notre monde au flagelleur mental. Mais pour revenir à cette caverne, c'est là que de l'équipement secret de l'armée américaine avait été caché par des espions russes en 1953. Cet équipement est celui développé par l'expérience Nevada, qui tente de répliquer le passage d'un navire de guerre américain dans la dimension X. L'expérience Nevada était notamment menée scientifiquement par le docteur Martin Brunner, dont le père avait été le seul survivant du navire qui était passé et revenu de la dimension X en 1943. Donc des espions russes avaient caché des équipements volés de cette expérience dimensionnelle dans la grotte, et c'est par hasard qu'une exploration du petit Henry l'a amené sur place. Henry s'est retrouvé propulsé dans la dimension X, et c'est là qu'il a été soumis à l'influence du flagelleur mental, et que son sang ainsi que sa psychologie ont été altérés. L'enfant aurait passé 12 heures dans la dimension X, ce qui revient coïncider très exactement avec son obsession pour le cadran de 12 heures d'une horloge et son plan de réunir 12 enfants. Cette version de l'histoire d'Henry vient contredire le souvenir sans doute fabriqué par son esprit pour se protéger, selon lequel sa première rencontre avec les particules du flagelleur mental daterait de sa survie et de son exploration après qu'Eleven l'a chassé de notre dimension lors de leur confrontation dans le laboratoire de test de Brenner en 1979. On sait qu'Henry a passé alors un temps inconnu dans une sorte d'interstice entre les dimensions, torturé et transformé par des courants électriques extrêmes sous forme d'éclairs. Ensuite, il est entré pour de bon dans la dimension X, et c'est là qu'il considère avoir rencontré le flagelleur mental pour la première fois, un nuage de particules sombres auquel il aurait donné la forme d'une araignée. Ce hiatus dans la mémoire enfantine d'Henry laisse présager que c'est bien le flagelleur mental qui contrôle Vecna et pas l'inverse. C'est le flagelleur qui est à l'origine de tout, le premier à avoir modifié le sang d'Henry, qui, transfusé Homer, a donné leur pouvoir aux autres enfants testés par Brenner. Et ne croyez pas que je pars ici dans un délire en évoquant cette pièce de théâtre, car la saison 5 a déjà donné un clin d'œil à son histoire, en nous montrant la longue vue qu'Ellie trouve dans la maison d'Henry et qu'elle emporte dans son périple au travers des bois. En effet, cette longue vue est un objet qu'Henry enfant avait apporté dans son exploration de la caverne dans la pièce de théâtre. On peut aussi établir un parallèle entre le flagelleur sous forme de nuages de particules et la chose noire dans le roman Un raccourci dans le temps, roman qui est utilisé dans cette saison 5 comme référence pour permettre à Holly de mettre des mots sur des concepts étranges, comme Camazotz pour définir l'univers mental d'Henry dans lequel elle est aussi prisonnière que Max. La chose noire, c'est l'origine du mal dans l'univers, et donc le flagelleur est certainement la source de toute influence maléfique dans Stranger Things. Tant qu'il n'aura pas été vaincu pour de bon, Vecna ne pourra sans doute pas l'être. Et cela impliquera très certainement de découvrir les souvenirs cachés de Henry, une mission que Max et Ellie devront accomplir.
on peut supposer que c'est grâce au pouvoir de Will qu'une communication, qu'un pont, ce qui correspond au titre de l'épisode 7, pourra être établi entre la dimension X et la nôtre, afin de permettre aux héros d'en finir pour de bon avec le flagelleur mental. J'en viens maintenant à un autre élément évoqué dans la pièce de théâtre, à savoir l'amour de jeunesse d'Henry, Patty Newby. Patty est une enfant adoptée et elle est la sœur d'adoption de Bob Newby, le sympathique et héroïque personnage qui était en couple avec Joyce et qui est mort en saison 2. Patty n'a jamais été vue dans la série pour l'instant, mais il me semble relativement probable qu'elle serait introduite dans les prochains épisodes. Pour revenir encore au roman Un raccourci dans le temps, l'un des messages consiste à sauver un être aimé du mal par l'amour. Même si Henry alias Vecna a causé énormément de souffrance, il reste avant tout un enfant victime d'une créature d'une autre dimension. Et donc peut-être que Patty jouera un rôle pour permettre à Henry de reprendre au moins un temps le contrôle de son existence, en renouant avec ses souvenirs, et peut-être qu'il pourra, avec l'aide d'Eleven et de Will, détruire pour de bon le flagelleur mental dans la dimension X, se sacrifiant sans doute au passage, et faisant disparaître aussi pour de bon les pouvoirs des deux autres, qui seront enfin débarrassés de tout ça et pourront vivre librement. On peut noter que Patty et Henry ont en commun un amour pour les comics, mais aussi pour un héros nommé Captain Midnight, qui a commencé à la radio avant de voir aussi des aventures au cinéma, à la télévision et en bande dessinée. Ce surnom de Captain Minuit vient du fait qu'il serait revenu à minuit pile d'une mission particulièrement difficile, ce qui fait écho encore une fois à l'expérience de Henry enfant, ayant passé 12 heures dans la dimension X, ainsi qu'à son obsession pour la fameuse horloge. Enfin, l'épisode 4 révèle le retour de numéro 8, un personnage qui avait été introduit en saison 2 dans une intrigue plutôt mal aimée. Son utilisation comme pouvoir pour contrer ceux d'Eleven pourrait aboutir au final à apporter une alliée de plus dans la lutte des héros contre le flagelleur mental et l'approche inexorable de la dimension X. Je vous rappelle que les stylos Novium sont un cadeau idéal à la fois original et super stylé, susceptible de plaire à tous ceux qui apprécient les belles choses et les objets pratiques et décoratifs de bon goût. Vous trouverez un lien en description et en commentaire épinglé. Dépêchez-vous de profiter de la réduction de 20% pour le Black Friday. J'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut!